Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'éditorial, votre émission de débat de presse sur HTV. La campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre 2018 a donc été lancée officiellement hier, mais la période de pré-campagne a fourni au moins deux motifs majeurs de dénonciation et de colère aux candidats, notamment ceux de l'opposition. Il y a d'abord eu l'accès des médias, l'accès de ces candidats aux médias à capitaux publics, puis il y a eu la question du financement public de cette campagne, jugée dérisoire, ridicule par des candidats de l'opposition dont certains ont décidé de ne pas la prendre. Alors, question, ont-ils raison de se plaindre? Nos invités répondent à cette question dans cette émission. Les 21 et 22 novembre prochains, tous nos frères et sœurs anglophones devraient se retrouver dans le cadre d'une grande conférence initiée par des leaders religieux. Objectif, établir un consensus sur les revendications des anglophones, apporter au gouvernement et désigner des représentants légitimes à un éventuel dialogue avec le même gouvernement. L'International Crisis Group, le très influent International Crisis Group, appelle aujourd'hui à soutenir cette initiative qu'il juge décisive dans la résolution pacifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous en parlons ce soir également avec nos invités que je m'en vais immédiatement accueillir. François Mboké, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Diapason, mais également directeur général du groupe Diapason. Vous êtes un habitué désormais de ce plateau. C'est cela. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier. Et je reste journaliste et directeur de publication du groupe Diapason. J'espère pouvoir apporter les questions aux problématiques que vous venez d'évoquer d'entrée de jeu. Merci en tout cas de nous honorer une fois de plus de votre présence sur ce plateau. À votre droite, face à vous, Philippe Soie, bonsoir. Bonsoir Serge. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Baromètre communautaire. En effet. C'est votre première sur le plateau de l'éditorial. C'est une grande découverte et je suis fier de noter que il y a une chaîne, ou en tout cas des investisseurs, qui acceptent, n'est-ce pas, d'orienter leur investissement sur des activités qui ne sont pas toujours classées prioritaires, n'est-ce pas, en termes de couverture médiatique. Et donc, l'approche humanitaire ou sociale me semble être tout à fait bien pensée et ça permet d'élargir l'offre médiatique sur notre espace et moi, je me réjouis davantage. Merci beaucoup de ce compliment. C'est avec votre concours que nous y parviendrons. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Après une courte pause en régie, nous prenons la première thématique de ce débat. Bienvenue, mesdames, messieurs, une fois de plus sur le plateau de l'éditorial. Je vous le disais il y a un instant, les candidats de l'opposition à la présidentielle du 7 octobre 2018 sont en colère. Deux principaux motifs. La première question qui les a mis hors d'eux, c'est la question du financement public de cette campagne électorale. 15 millions de francs CFA au titre de la première tranche, l'autre tranche devant être versé aux candidats après l'élection, notamment pour ceux qui auront obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés, ainsi que le précise le code électoral. François Mboké, est-ce qu'ils ont raison de se plaindre de ce que ce montant est ridicule? Ils ont raison, je pense, parce que l'élection présidentielle est différente de toutes les autres, parce que là, elle a une circonscription unique et ce sont des Camerounais qui doivent élire leur prochain président de la République. Donc, l'argent qui est débloqué pour l'élection et tous les moyens, qu'ils soient matériels, logistiques, devraient être donnés à tous les candidats retenus de manière équitable. Mais vous avez cité deux moyens qui les fâchent. Moi, je vous dirais un autre troisième moyen à l'entrée d'ici. Vous allez noter depuis 2 jours, tous les panneaux publicitaires sont occupés par un seul candidat. Alors que le code électoral est clair en la matière, chaque candidat doit respecter le quota de ces affiches, de ces panneaux d'affichage. Et l'affichage désordonné, ça veut dire sur les poteaux électriques, les poubelles, les murs, est interdit. Malheureusement,
Lorsque je fais le trajet pour arriver ici, j'ai trouvé des jeunes gens qui sont en train de mettre ces affiches partout, alors que je vois l'armée, la police et toutes ces forces qui sont normalement appelées à veiller à ce genre de choses sont là et les cam en tête. Nous attendons de voir demain, peut-être comme c'est le week-end, dès demain matin que nous pensons que toutes ces affiches seront enlevées et posées aux endroits indiqués. Alors, nous parlerons de cette question de l'affichage de la campagne, l'affichage public à la faveur de cette campagne. Philippe, soit 15 millions, c'est assez ou peu? Je crois que c'est suffisant. En tout cas, ce n'est pour moi ni trop peu, ni trop. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond. Ce qui est important, c'est que l'État, comme la loi le prévoit, mette à la disposition des candidats des moyens de financement public. Peut-être qu'il est bien de rappeler qu'en 2011, les candidats avaient aussi 30 millions, donc 15 millions pour la première tranche. Donc, les candidats... De manière égalitaire. Oui, oui, de manière égalitaire. Donc, les candidats de cette année ne peuvent pas crier à l'injustice par rapport, par exemple, à l'élection de 2011. Je peux aussi dire que les candidats de 2018 ont eu plus que ceux de 2004. Parce qu'en 2004, la somme qui était globale, qui était mise en jeu, c'était 500 millions pour... Donc, sur ce point, il faut enfin peut-être relever que j'espère qu'il n'y a pas de candidat qui a cru que sa seule source de financement de sa campagne, ce serait les fonds publics. Parce que si c'était le cas, il ferait preuve d'une naïveté, je crois, qui amènera à s'interroger sur le sérieux de sa démarche. Voilà. Alors, évidemment, nous parlerons du financement privé oui, des opérations. Oui, avant le financement privé, je pense quand même que si on est parti en 2011 d'une caution de 5 millions à 30 millions aujourd'hui, ça voudrait dire que l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics ont pris l'ampleur de ce que la fonction présidentielle. Ils se sont donc dit que celui qui accepte de faire une candidature devrait pouvoir déposer une caution satisfaisante. Alors, quand vous déposez une caution satisfaisante, ça veut dire nous sommes partis en 2011, donc comme je le disais, à 5 millions, et on avait les mêmes 15 millions à l'avant et 15 à l'après quand on a 5%. Comme on passe à quand même à 30 millions de caution, il fallait relever le montant parce qu'une campagne électorale de la présidentielle touche tout le Cameroun, contrairement aux autres que nous avons, législatives, municipales et régionales, qui sont locales. Je peux choisir de me représenter que dans 2 localités, suivant mes moyens, mais l'élection présidentielle touche tout l'ensemble du pays et la diaspora. Vous pouvez donc comprendre qu'avec 15 millions, même si vous faut faire des textos par téléphone, vous ne pouvez pas toucher tout le monde. Donc c'est ridicule que nous voyons bien comment l'État, le candidat du pouvoir, utilise les moyens du pouvoir, les hommes du pouvoir, aller dans les campagnes qui ont commencé. Tous les véhicules, 80% des véhicules sont des véhicules de l'administration. Les autres candidats n'ont pas ces moyens. Il y a une injustice qui est là dès le départ. Regardez les moyens qu'ils ont pour la communication. La presse publique, en général, donne une grande partie aux candidats. Alors, lorsque vous êtes déjà candidat pour l'élection présidentielle, vous remettez votre mandat en jeu. Vous n'êtes plus président dans les opérations de candidature. Mais regardez comment la presse publique, qu'elle soit audiovisuelle ou crypto, regardez comment elle se comporte. Une part belle est donnée aux candidats du pouvoir qui ne justifie pas autre chose que la propagande qui devrait également donc être accordée aux autres partis. Malheureusement, cette injustice qui ne crée pas les conditions d'égalité pour une élection, pour le candidat qui sera élu, qui sortira de quelque parti que ce soit, sera camerounais, voté par les Camerounais du Cameroun et de la diaspora, devrait avoir les mêmes moyens, les mêmes conditions pour espérer dire que nous allons à une élection démocratique. Philippe Soir, il dit que de la même manière qu'on a relevé le taux du cautionnement pour l'élection présidentielle entre 2011 et 2018, il était peut-être aussi, pour faire le parallélisme de forme, il était peut-être judicieux de relever aussi le financement public. C'est une possibilité, mais de ne l'avoir pas fait n'est pas faire entorse à quelques lois ou règles qui existent. Au-delà de la loi.
il est bien de rappeler que le relèvement de la caution est le résultat d'une recommandation de l'ECAM, qui est l'organisme en charge des élections, qui a donc suggéré un durcissement des conditions à remplir pour être candidat, partant du constat qu'en 2011, il y avait eu ce qu'ils ont appelé là-bas des candidatures fantaisistes. En tout cas, ils ont dénoncé la facilité qu'il y avait à être candidat à une élection majeure comme une élection présidentielle, non pas tant qu'ils dénient à quelques Camerounais le droit d'être candidat, mais à cause des coûts que cela génère. Parce qu'un candidat, c'est toute la machine, toute la logistique, pour des gens qui, à la fin, vous voyez, se retrouvent avec un nombre, on va dire, peu enviable, n'est-ce pas, en termes de résultats. Et donc, c'est pour cela que, je crois, les pouvoirs publics, entre autres mesures, ont joué sur la caution, mais également sur les conditions d'investiture. Parce qu'avant, il suffisait juste qu'un parti politique vous investisse et vous étiez candidat. Mais aujourd'hui, on a restreint. Il faut non seulement, si vous voulez être investi par un parti, mais que ce parti ait des élus. Donc ça aussi, c'est un durcissement. Et je crois qu'on n'a pas entendu, parmi les candidats actuellement en course, personne n'a dénoncé cela. Parce que tous sont des partis, on va dire, un peu d'un certain standing et ont estimé effectivement qu'il n'était pas, comment dire, agréable d'avoir à côté de n'importe qui. Et donc, dans cette logique-là, je regrette, mais moi, je n'ai pas l'habitude de me plaindre de quelqu'un qui est pris, n'est-ce pas, dans ses propres turpitudes. Pour le reste, il est bien de noter également que pratiquement tous les candidats, sauf peut-être un, ont chacun fait le tour du monde. Ils ont été en Occident, ils ont été en Asie, enfin, partout ils ont cru qu'il y avait la diaspora camerounaise. Ce qui, pour moi, est un indicateur de ce qu'ils ont les ressources, n'est-ce pas, nécessaires pour cela. Et donc, la loi ne le dit d'ailleurs pas que c'est au financement public de supporter. Le financement public supporte certaines dépenses. Et ces dépenses sont listées. Les affiches, les communiqués, vraiment, on va dire, les éléments essentiels. Maintenant, pour ce qui est du déploiement, je ne sais pas la notion d'égalité qu'on veut amener. Mais il ne faut pas oublier que c'est une compétition. Et dans une compétition, ce qui crée l'égalité, ce sont les règles. Mais chacun a une force ou un avantage naturel. Je ne suis pas sûr qu'il serait juste qu'on se retrouve, enfin, qu'on donne l'impression que tous les partis partent à armes égales. Il faut quand même noter que vous avez un parti politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire au Sénat, majoritaire dans les exécutifs municipaux, donc qui reçoit déjà un financement public sur la base de ses résultats électoraux, à peu près 1 milliard chaque année. Ce n'est pas à la faveur d'une élection présidentielle que vous allez dénier ce que 1 milliard que vous accumulez sur 7 ans peuvent donner à un parti. Et donc, la notion d'affichage, il s'agit des espaces qui sont disponibles à charge pour chaque candidat de payer ce qu'il faut. Mais ils sont disponibles. Maintenant, est-ce qu'un candidat se plaint d'avoir payé et d'avoir vu ces espaces occupés par un autre candidat? Je crains que non. Nous allons ce que dit la loi. Nous allons. Je ne peux pas laisser prospérer cela. La loi dit l'ECAM saisit les municipalités pour réserver les espaces qui sont dans chaque localité. Et ces espaces sont redistribués aux candidats au prorata du nombre. Ça ne veut pas dire que si les autres candidats n'ont pas le moyen d'affichage, vous arrosez tout le monde. Non. Et la loi revient même là-dessus en précisant que le candidat qui ne respecte pas ses quotas verra ses affiches enlevées par l'ECAM. Ça ne veut pas dire que si vous avez un candidat, mais je dis donc, si un candidat n'a pas fait demande d'espace. Non. Il n'a pas à faire une demande. Et l'ECAM doit remettre à chaque candidat les moyens d'affichage. Ce n'est pas au candidat de faire... Regardez bien le code électoral camerounais. Bien. Donc. Alors sur la question du financement public, vous estimez que de toutes les manières, ces candidats ont suffisamment de moyens
puisque certains d'entre eux Ils sont investis par des partis. Voilà. Alors, le problème, c'est que la réforme de 2000, la réforme du code électoral de 2012 avait pour but, entre autres, de professionnaliser la compétition pour l'accès à la magistrature suprême, de professionnaliser la compétition. Et donc, on a commencé par mettre dans des verrous dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment le relèvement de la caution. Mais on se serait quand même attendu à ce que l'État lui-même, du moins au plan symbolique, au plan du signe, augmenta sa participation précisément. Parce qu'il y a un des candidats qui dit, par exemple, que pour l'organisation d'un de ces meetings, il dépense au minimum 10 millions de francs. 32 millions pour le candidat. Lorsque nous avons fait un dossier là-dessus la semaine qui vient de s'écouler, j'ai eu le candidat de Akere Mouna, son chargé de communication, qui m'a dit que le meeting qu'ils devraient tenir hier, le meeting de lancement, était budgétisé à 32 millions. 32 millions, un seul meeting. Et nous avons 10 régions, combien de départements, combien de communes, ainsi de suite. Sans compter évidemment, nous sommes encore sur la question du financement public. Nous sommes encore sur la question du financement public, puisque nous allons largement parler tout à l'heure du financement privé. Est-ce que, finalement, dans le souci de professionnaliser, on n'aurait pas pu imaginer que l'État participe plus? Quoi que l'État ait donné ou décidait de donner, je doute que cela soit suffisant. D'abord parce qu'il s'agit d'une initiative et d'une ambition personnelle ou privée. Donc, c'est à eux, les candidats, à leurs états-majors, leurs militants et sympathisants, de trouver les moyens de leurs ambitions. Ensuite, peut-être que comparaison n'est pas raison, mais il est bien de donner ici quand même que les partis, non, les candidats actuellement à la présidentielle sont les moins à plaindre parmi tous ceux qui au Cameroun bénéficient des subventions de l'État. Ils ont 30 millions de lignes de financement. Parce que pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, il faut bien préciser que le financement public aux campagnes électorales et aux partis politiques procède de ce qu'on appelle les subventions de l'État. Voilà. Donc, vous avez, au niveau de la presse, c'est 200 quelques poussières de millions. 200 millions. Je doute qu'il y ait un média qui reçoive 5 millions par an. Même pas 2. Bien. Vous avez, en termes de financement, les ONG qui reçoivent, vous retrouvez rarement une ONG qui reçoit 5 millions. Vous avez les artistes qui ont un compte... Mais j'ai envie de vous interrompre. Pardonnez-moi de vous interrompre. Les missions ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes, il me semble. Non, la logique est la même. La comparaison, la logique, c'est la reconnaissance d'une contribution, n'est-ce pas, au développement du pays, du rôle important que vous devez jouer ou que la structure doit jouer. Maintenant, l'État fait une partie, mais il est bien de rappeler que c'est d'abord une ambition personnelle. Et donc, sur cette démarche-là, je dis par ailleurs, il ne faut pas dissocier, dans mon esprit en tout cas, je ne dissocie pas le financement qui est donné aux candidats pour la présidentielle du financement des partis politiques. Parce que pour ce cas, en tout cas, et depuis d'ailleurs que nous sommes revenus au multipartisme, les candidats ont toujours été l'émanation des partis politiques qui eux-mêmes, par les autres élections, reçoivent déjà un financement. Ce financement, c'est tout cela qu'il faut mettre en package et voir. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que quand vous avez 1 milliard de francs CFA comme le RDPC, en fait 977 ou 79 millions chaque année, le SDF, je crois, 270 millions. Le RDPC a autour de 1 milliard 200 millions sur les 2 milliards qui sont attribués aux partis. Bref, sur donc la base des performances que chaque parti a. Évidemment, un parti comme Univers, qui n'a que 2 conseillers municipaux, se retrouve avec, je crois, 500 000 francs à chaque répartition. Voilà sa force de départ ou son énergie. Donc, à partir de ce moment-là, le problème, c'est que le législateur n'a pas contraint les partis politiques qui investissent à mettre ce financement-là au bénéfice
des opérations électorales, Enfin, des opérations de campagne. Moi, je ne comprends Vous pas. pensez que ce serait possible? Je ne comprends pas qu'un parti investisse un candidat et ne lui donne pas les moyens. Oui. Parce que le candidat est censé porter l'ambition, en fait. Je vais vous ramener cet aspect un peu dans ce que nous vivons tous les jours. Alors, vous voulez nous dire que l'État organise un examen de baccalauréat, comme il vient de passer là, et à certains, ils donnent les bords, ils donnent les sujets qui vont arriver, ils donnent, ou bien ils disent aux professeurs, aux maîtres, aux professeurs qui vont les encadrer, de favoriser leur correction, et aux autres, on les laisse sans assistance. C'est de cela qu'il s'agit. Je vais vous rappeler, Philippe, attendez, souffrez un peu, qu'une élection présidentielle au Cameroun coûte en moyenne 2 milliards à 3 milliards, lorsqu'elle est moyennement financée. Alors, lorsque nous prenons cette base et que l'État ne met que 270 millions pour tous les candidats, il y a un manque de sérieux dans cela. Et que nous nous rendons compte que cette année, nous avons tous vu comment le chef de l'État a demandé qu'on parte de 30 milliards à 50 milliards pour le financement des opérations électorales de cette année. Ça veut dire que l'État devient un petit bandit qui ne fixe pas parce que la loi électorale a fixé tout ce qu'il fallait faire, sauf le montant du financement, sauf en dehors de la subvention qui ne relève pas de ce code électoral. Il n'y a rien qui fixe le montant pour chaque élection. Cela devrait être fait, sachant que pour qu'un candidat puisse toucher tout le monde, et je vous dis que c'est une élection présidentielle qui ne doit pas épargner un seul candidat. Donc tout le monde devrait avoir les moyens égaux pour aller affronter tous les Camerounais, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Maintenant que vous... qu'il y a une exigence d'ailleurs de l'exercice démocratique. Maintenant, n'oublions pas cela. Alors, lorsque vous mettez 270 millions, vous pensez que pour tous les 9 candidats, est-ce que l'État est sérieux? En même temps, nous voyons... Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la caution que les gars ont versée, qui équivaut également à 270 millions. On a dit, venez, on vous répartit ça. Il ne faut pas être... Il faut pas... Quand l'État commence à jouer ce genre de rôle publiquement, il donne le fouet à ceux qui ont l'habitude de dire que rien ne se passe normalement au Cameroun, de continuer de le fouetter. Philippe François Bocquet vient de relever le législateur n'a pas légiféré précisément sur cette question, ce qu'il a donc laissé c'est le seul à l'appréciation du gouvernement. Et donc qui peut moduler en fonction des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts disons que jusqu'à présent, si vous me disiez qu'un parti avait reçu plus qu'un autre, en ce moment-là, oui, nous serions dans l'accusation, n'est-ce pas, d'anti-jeu serait fondée. Mais il y en a peu, c'est peu pour tout le monde. S'il y en avait eu plus, il y en aurait eu plus pour tout le monde. Donc je crois que jusque-là, la logique égalitaire demeure. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première élection présidentielle que nous vivons depuis le retour mutuel. Et qu'on a vu des candidats qui ont souvent reçu des financements et qui ne sont jamais sortis de Yaoundé. Bien, on en a vu qui ne sont jamais sortis de Douala, même pas de leur quartier. On ne va pas ici réveiller les morts, mais je crois qu'on en a vu. Il faisait des meetings à la gare de Bessengue, 2 ou 3 meetings, il rentrait dormir. Ici à Yaoundé, nous avons des gens que nous connaissons qui ne sont jamais sortis. Donc, ce n'est pas parce qu'on aurait donné 1 milliard qu'on donnerait, n'est-ce pas, à tout le monde la possibilité de toucher tous les Camerounais. Parce que par ailleurs, chaque candidat arrête son programme de meeting, son ambition. D'ailleurs, c'est nous peut-être qui pensons que tous les candidats veulent absolument gagner. Parce que dans une élection, chacun a son objectif. Je voudrais qu'on soit clair. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Je pense que c'est la 3e ou 4e élection que je vais couvrir de fond en comble. Vous ne pouvez pas partir, je le redis, dans un jeu où un seul Camerounais doit être élu pour élire les Camerounais. Mais nous avons vu des fonctionnaires qui ont les moyens de l'État cotiser pour un candidat. Pourquoi ce que les fonctionnaires ont cotisé n'a pas été redistribué à tous les candidats? Nous voyons sur le terrain, depuis hier, depuis 2 jours, nous voyons le matériel public roulant au service et le personnel public au service d'un candidat. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Entendons-nous, le débat ne va pas s'enliser. Oui, mais il est bien de préciser, c'est une précision. Pour le moment, je n'ai pas entendu un fonctionnaire se plaindre d'avoir été extorqué. Donc, je suppose que si un fonctionnaire a contribué
pour un candidat, il l'a fait volontairement. Moi, j'ai vu les listes circuler hein, Je qui sais donnaient donc des montants. Si vous ne les avez pas vues, non, je pense que vous ferez très mauvaise foi. Vous connaissant, j'ai vu des listes circuler avec des montants je dis que nous sommes en République, qui demandaient aux dans un fonctionnaires... état de droit, la justice est là pour ce genre de choses. Si quelqu'un estime qu'on l'a obligé à conduire pour un candidat, qui plus est peut-être pas le candidat de ses convictions politiques, il sait ce qui lui reste à faire. Oui. Dans la réalité camerounaise, vous voyez vraiment un fonctionnaire... Mais écoutez, monsieur, c'est un adulte, c'est un citoyen. J'espère qu'il sait qu'il a des droits. Maintenant, si vous êtes en train de me dire que les Camerounais ne sont pas... Très bien. Au-delà Par ailleurs, l'utilisation du matériel de l'État n'est pas autorisée. Donc, si un fonctionnaire ou un agent de l'État le fait, c'est à ses risques et périls. Maintenant, vous savez, ce n'est pas parce que nous ignorons que la loi existe que nous agissons contre. Très bien. Philippe, au-delà de la préoccupation de professionnaliser, etc., essayons d'imaginer, prenons d'ailleurs quelques cas. Vous connaissez les affaires Nicolas Sarkozy en France, oui. Avec d'abord l'affaire Bettencourt, oui. Puis sa récente mise en examen et d'ailleurs sa mise sous contrôle judiciaire pour le financement illégal de sa campagne à partir des fonds publics libyens. Il y a eu l'affaire de Lionel Zinsou avec un homme d'affaires burkinabé oui. Qu'il a traîné en justice pour escroquerie aggravée, tentative d'escroquerie en bande organisée. Il lui reprochait de lui avoir emprunté 15 milliards de francs CFA pour le financement de sa campagne de 2016 et qu'il ne les aurait pas finalement remboursés. Il y a l'affaire Jacob Zuma et la famille Gupta en Afrique du Sud. Il y a une enquête qui est ouverte aujourd'hui. Est-ce que finalement, François Mbouké, vous n'avez pas le sentiment qu'il faut protéger la démocratie en finançant davantage les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils n'aient pas la tentation de se constituer otages des intérêts privés? Le code électoral du Cameroun a tout prévu. Il est d'ailleurs interdit que un candidat à l'élection au Cameroun a cherché des financements étrangers, ni au niveau des personnes physiques, ni morales, ni des organisations. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez donc un État qui se montre partial lors d'une répartition comme celle-là? L'État du Cameroun est unique. Le chef de l'État qui sortira de l'élection doit être unique, quel que soit le parti, quelle que soit la localité, quel que soit son nom. L'État devrait donc se dire, la moyenne que nous avons trouvée tout à l'heure étant de 2 à 3 milliards, nous mettons 270 milliards de fonctionnement de la campagne. On remet 3 milliards à chaque candidat et qu'on interdise de voir un candidat utiliser le moyen et le personnel public pour sa campagne. Tout cela est bien dit dans le code électoral de notre pays. Mais je vous dis, sortez de ce studio, allez voir ce qui se passe sur le terrain. C'est pas le cas. Puisque nous suivons cette campagne. Alors, à partir de là, vous voyez qu'il y a une sorte de partialité qui fait déjà d'un candidat et qui lui donne des moyens obèses, tant financiers, humains que matériels et autres, alors que les autres ont la portion congrue qui ne leur permet même pas d'envoyer un message à ceux qui pourraient les voter s'ils étaient convaincus de leur programme politique. Philippe Soir, il s'agit d'élire le président de la République. L'enjeu est donc important. Est-ce que pour protéger le président de la République d'éventuelles collusions avec des intérêts privés, est-ce qu'il ne faut pas quand même relever à un niveau conséquent la participation de l'État aux opérations électorales? Personnellement, je suis contre... La participation financière? Oui, je suis contre l'interventionnisme à outrance de l'État dans les affaires privées. Je suis pour un renforcement de la législation, du cadre réglementaire, pour s'assurer que si financement privé il y a, que ce soit de manière, on va dire, transparente. Mais sur cette question, il est toujours bien de noter que les candidats en compétition ne se sont pas particulièrement battus pour ce type, n'est-ce pas, de progrès. Ils ont bataillé pour une élection à 2 tours. Ils ont bataillé pour délocaliser les bureaux de vote des casernes. Ils ont bataillé pour un ensemble de choses. Mais
pour ce qui est de ce type d'environnement, on ne les entend pas beaucoup. Et je soupçonne que chacun rêve de bénéficier, si avantage il y a, n'est-ce pas, des avantages dus ou bien liés à la fonction présidentielle ou à l'exercice du pouvoir. Parce qu'il ne faut pas, là encore, moi je ne fais pas de différence entre le candidat et le parti dont il est l'émanation ou le porte-flambeau. Certains des partis dont les candidats sont en compétition actuellement gèrent des mairies, sont au Parlement et on n'a pas vu la gouvernance améliorée. Ni en termes d'accompagnement des structures pour renforcer donc, n'est-ce pas, cette démocratie, ne serait-ce qu'au niveau local, ni au niveau, pour ceux qui sont aux parlementaires, à un niveau intermédiaire un peu plus important. Donc, sur cette question, est-ce que vous voulez que je sois plus royaliste que le roi? Je dis que dans ces conditions, les financements privés sont accessibles. Je note d'ailleurs qu'il y a un candidat qui, en Mondovision, sur une chaîne internationale, a dit qu'il a pris langue avec les organisations économiques, qu'ils étaient en discussion, qu'il avait bon espoir de bénéficier de quelques financements. Même si par ailleurs, je ne me fais pas d'illusions, puisque quand on est de l'opposition, les milieux d'affaires sont assez méfiants, n'est-ce pas, pour s'afficher avec quelqu'un de l'opposition. Mais je suppose que ce candidat sait de quoi il parle et que probablement il aura des ressources. Il n'est pas exclu. Moi, je crois que l'adhésion à un parti politique au Cameroun est libre. Maintenant, s'il se trouve que vous avez des milliardaires, je dirais, c'est votre chance. Et les partis ou leurs dirigeants savent ce qu'il faut pour avoir des milliardaires. Je crois qu'il y en a eu dans certains partis de l'opposition et on a vu comment c'est fini. Alors, est-ce que la question que je pose, c'est aux citoyens que vous êtes, Philippe Soie. Est-ce que pour protéger votre démocratie, il n'y a pas lieu de veiller à ce que les candidats à l'élection présidentielle n'aient pas forcément recours, ne se constituent pas otages pour le financement de leurs campagnes électorales des milieux d'affaires? C'est la question que je pose aux citoyens. Oui, mais je vous dis donc que moi, je ne vois pas pour le moment le danger. C'est-à-dire que je suis contre une réglementation par anticipation. Parce que pour le moment, je n'ai pas vu, on va dire, un certain type d'abus qui m'amène à craindre, n'est-ce pas, une sorte d'embrigadement du chef de l'État. Je crois que si embrigadement il y a, ce ne sera pas non parce que l'État n'aura pas suffisamment financé la campagne des candidats ou à la présidentielle, mais c'est davantage à cause de l'organisation globale de l'État qui fait en sorte que, ne nous voilons pas les yeux, nous sommes dans un État rentier. Et donc, l'embrigadement qu'il y a n'est pas tant sur la manière d'accéder au pouvoir que par le fait d'être là et de gérer les différents rangs qui existent et qui font en sorte que malheureusement, on n'a pas le sentiment à certains moments que le président est totalement libre de ses mouvements. Alors, Philippe, François Mbokey, Philippe parlait tout à l'heure de ces candidats qui ont reçu par le passé des financements publics pour la campagne électorale, mais qui n'ont pas dépensé, qui n'auraient pas dépensé cet argent parce qu'ils ne seraient même pas sortis de Yaoundé, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Le code électoral prévoit dans l'une de ses dispositions que le président de la République doit composer une commission dont le but serait donc de vérifier l'usage de ces fonds publics donnés aux candidats à l'occasion des élections. Mais cette commission n'existe toujours pas. Comment on fait pour s'assurer que même les 15 millions qui ont été donnés, même les 30 millions qui vont être donnés, sont utilisés exclusivement pour les besoins des opérations de la campagne électorale? Je vous dirais même que le code électoral va plus loin. Mais je vais d'abord faire une virgule à quelque chose qu'il venait de dire tout à l'heure. Les partis politiques ne défendent que ce qui est écrit dans le code électoral et où ils trouvent des entorses. Au niveau du montant, rien n'est indiqué. Si on avait dit que c'est 270 millions, je pense que les partis... Mais on laisse ce flou à la tête du client. Le jour où quelqu'un qui doit fixer le prix est content, il le met à 2 milliards. Le jour où il n'est pas content, il met à 10 millions. C'est ce flou qui n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des règles de jeu connues à l'avance par tout le monde. Bon, maintenant, à cette question, le code dit effectivement que lorsque vous recevez de l'argent,
vous êtes obligé de battre campagne. Il parle de chaque candidat, pas de chaque parti. Parce que nous, cette année, nous avons pris, il y a beaucoup de journaux qui suivent les candidats. Nous suivons l'application de la loi. Donc, nous suivons les acteurs qui conduisent le système électoral. Donc, l'ECAM, le MINAT et ses démembrements. C'est ce que nous nous sommes donnés comme mission cette année pour cette élection. Donc, nous suivons le code, nous suivons l'application sur le terrain et nous voyons les agissements des candidats. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Le code dit, vous prenez de l'argent, on doit voir le candidat battre effectivement, c'est ce qui est écrit, candidat sur le terrain. Est-ce que c'est le cas? Là aussi, on pourra nous dire que les dispositions, on dit que certains, mais je n'ai pas vu certains. Deuxième chose, lorsque vous avez pris cet argent et qu'on ne vous a pas vu sur le terrain, vous devez le rembourser. On doit dans cette commission, on doit vous amener effectivement à rembourser et vous ne pouvez pas rembourser de l'argent et rester candidat. Ça veut dire que vous êtes en même temps disqualifié. Mais qu'est-ce que nous voyons sur le terrain? Ce n'est pas cela. Et il y a donc le financement de la campagne par l'État qui va à 2 tranches. Vous dit, quand vous prenez la première tranche, voilà ce qu'on attend de vous. Tout cela est bien libellé. Sur le terrain, nous voyons autre chose. C'est pour cela que nous dénonçons. Si nous voulons avoir une élection plurielle que nous avons voulu et qui soit animée par une intention d'égalité et de justice et de démocratie, je pense qu'il faut qu'on suive non seulement le texte à la lettre, mais que sur le terrain, les moyens et tous les jeux en jeu puissent avoir un caractère démocratique. Dernière question sur la question du financement public. Philippe, ce financement public n'a été rendu disponible que quelques heures seulement avant l'entrée en campagne. Est-ce que ça ne pose finalement pas un problème pour le financement de la campagne? Sont connus depuis. Voilà donc une revendication légitime. Mais j'espère que vous pouvez dire à l'intention des téléspectateurs qu'aucun candidat ne s'est plaint de cela. Ils se sont plaints du montant. Non, ils se sont plaints de cela parce que moi j'en ai reçu qui m'ont dit si on nous donne l'argent le jour où la campagne commence, est-ce qu'on aura le temps de fabriquer les gadgets publicitaires? Et donc, les candidats sont connus quand même depuis au moins un mois. Oui, mais pourquoi ne pas mettre cet argent à la disposition? Mais là aussi, il n'y a pas un délai. Effectivement, vous voyez, le banditisme continue. Non, ce n'est pas le banditisme. Ce que nous disons, c'est que nos candidats ont une sorte de fixation, n'est-ce pas, sur la fonction et pas sur l'environnement global qui encadre. Ils ont une fixation sur un certain type, n'est-ce pas, d'entorse qu'ils veulent corriger. Mais il y a des petits détails, si on peut les appeler ainsi, qui, fatalement, mis bout à bout, peuvent influencer le résultat final. Vous avez cette commission que vous avez indiquée. Vous n'entendez pas les candidats. Mais quand bien même la commission ne serait pas là, parce qu'il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, d'engager un cercle vertueux, puisque nous sommes dans la logique de la professionnalisation de la pratique politique. Ben, les candidats, il y a eu des élections en 2012, en 1997, en 2004, en 2011. Vous avez des candidats dans cette élection qui ont fait 3 ou 4 élections. Vous n'avez vu personne, ne serait-ce qu'à titre symbolique, présenter à la fin de l'élection, n'est-ce pas, son compte d'emploi, les comptes d'emploi pour dire, bon, écoutez, la loi ne fait pas obligation, en tout cas, ce n'est pas encore le cas, mais pour ceux qui souhaitent, l'exemplarité. Voilà ce que moi je fais. Non. Vous avez vu, il a parlé tout à l'heure des candidats qui doivent être sur le terrain. Vous savez que jusqu'à date, il y a certains dont on se demande s'ils sont au pays. Ils sont candidats. On voit bien des représentants par-ci, par-là, mais pour ce qui est du candidat, c'est motus et bouche cousue. Et nous savons, peut-être que c'est un procès d'intention, mais disons, je me risque pour une fois, dans ce cas, que nous savons qu'il y a des candidats qui ne feront pas 1 ou 2 régions. Et donc, si ils doivent faire donc les 10 régions, les 58 départements, les 360 communes, parce qu'on leur a donné 1 milliard, vous comprenez qu'en ce moment-là, on n'est même plus dans la logique démocratique. Il serait là un simple chasseur de primes. Parce qu'il a de l'argent, il peut maintenant parader. Parce que là-dedans, il faut voir aussi quelle est la partie, quel est l'engagement personnel, quelle est l'énergie, la force, la mouvance qui le porte. Qu'est-ce qui l'amène jusqu'au Camerounais qui est situé dans la bourgade la plus inaccessible. C'est à force de voir cela aussi, je crois, qu'il rallie à lui les gens dans ces contrées
pour sa cause. Mais maintenant, s'il se met seulement à travailler parce qu'il est au service d'argent, parce que, évidemment, si vous me donnez 1 milliard, bon Dieu, vous, chaque jour, moi, je peux aller saluer n'importe quel Camerounais où qu'il soit, parce que j'ai les moyens de le faire. En bon économiste, vous savez que la volonté sans les moyens n'est qu'un rêve. Non, il y a les moyens politiques, c'est-à-dire ceux qui vous soutiennent financent. Je parle des militants et sympathisants. Je parle de ce que l'Église appelle les âmes de bonne volonté. C'est ces gens-là qui vous portent. Ce n'est pas l'État qui doit financer vos ambitions pour le pouvoir. Parce que dans ces conditions-là, vous aurez faire... Enfin, si on dit que le financement désormais, c'est 100 millions ou 1 milliard, croyez-moi, vous mettez la caution à 100 millions. C'est une simple question d'arithmétique. Moi-même, je m'en vais chez le premier usurier du coin. Je peux trouver des financements pour cela. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que certains, pour la caution, parce que vous avez vu un candidat qui est arrivé à la pairie générale à 23 h disant qu'il continuait encore à collecter l'argent et tout, jusqu'à appeler un huissier pour venir constater que bon. Oui, la loi parle de 0 heure. Ce candidat avait raison, parce que la loi parle de minuit. 0 heure. Alors, nous allons parler maintenant du financement privé. Très rapidement, le code électoral prévoit qu'un texte particulier vienne fixer les modalités, les conditions de financement privé des candidats à l'élection présidentielle. Sauf que ce texte, ce fameux texte n'a pas encore été pris. Dans le cas de ce vide juridique, eh bien, c'est chacun qui y va de sa stratégie, de ses moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, François Mbouké, que la pratique n'étant pas encadrée par la loi? Mais le risque est là, puisqu'on a attendu ce texte. Si nous prenons 2012 à aujourd'hui, c'est 6 ans. Qu'est-ce qui empêche? Il n'y a pas les expertises au Cameroun pour pouvoir s'asseoir et dire que voilà ce qui peut encadrer les financements privés. Mais c'est parce que ça essaye de résoudre un certain problème pour certains. Alors moi, je continue de dire, tant que les gens ne vont pas s'asseoir pour penser que le monsieur qui va prendre la tête du Cameroun sera un Camerounais, il va travailler pour les Camerounais, il peut être n'importe qui venir de n'importe où. Des gens qui pensent que nous avons déjà notre candidat, nous faisons les textes mesurés à ses ambitions, à ses moyens et donc à son résultat, nous n'allons pas sortir de tout ce bavardage que nous faisons. Philippe Soie. Là encore, je crois que vous êtes manifestement beaucoup plus royaliste que le roi. Il est bien de dire que personne parmi les candidats actuels n'a intérêt à ce que ce financement... Après l'avoir dit, Philippe Soie, après l'avoir dit, le citoyen que vous êtes, est-ce que le citoyen que vous êtes... Moi, je suis un observateur. Est-ce que le citoyen que vous êtes, puisque après être journaliste, vous irez voter, je m'adresse à l'électeur, aux citoyens, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a lieu précisément d'encadrer, notamment, puisque le code l'a prévu, le code l'a bien prévu. Pourquoi on ne ferait pas ce texte? Enfin, la question c'est, comme M. Mbouké nous demandait. Notez, juste une petite digression, qu'il y a une loi de 2010 ou peut-être même 2003 sur la promotion des personnes handicapées qui a été promulguée. Le décret d'application a été signé simplement en juillet dernier, c'est-à-dire presque 10 ans après la promulgation de la loi. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce ne serait pas le premier état après. Vous savez, l'inertie, ce n'est pas moi qui ai et donc, on devrait s'y résoudre. Non, pas s'y résoudre. Il veut intelligemment la décentralisation. Je veux dire que ça, c'est propre au Cameroun. Très bien. Et en la matière, je crains que nos candidats ne soient pas, n'est-ce pas, les bonnes victimes, parce qu'ils sont dans le système, certains à l'Assemblée, d'autres dans d'autres assemblées, au Parlement ou dans d'autres assemblées, d'autres au gouvernement où l'ont été, et on n'a pas beaucoup vu, n'est-ce pas, comment ils ont œuvré pour faire avancer, n'est-ce pas, cette question-là. Et ce n'est pas aujourd'hui, pendant qu'ils ont leurs intérêts personnels en jeu, je maintiens, qu'ils vont maintenant nous attendrir pour jouer à la victime expiatoire. Non. L'autre sujet qui a provoqué le courroux des candidats, notamment ceux de l'opposition dans cette élection, c'est la question de l'accès
de ces candidats aux médias capitaux publics. Il y a d'abord eu les incidents qui se sont produits à la télévision publique nationale avec les différents candidats ou leurs représentants. Puis il y a eu le communiqué conjoint des 4 porte-paroles, de porte-parole de 4 candidats, dans lequel ils disaient qu'ils boycotteraient ces médias si rien n'était corrigé. Ils sont même allés jusqu'à demander la démission, la révocation du directeur général de la télévision publique nationale. Philippe Soie, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'accès aux médias à capitaux publics? Oui, il y a, c'est patent. C'est patent et je regrette que du côté de la télévision publique, on ait cru, n'est-ce pas, devoir faire cela. Parce que s'il y a un aspect sur lequel on peut logiquement donc, faire jouer l'égalité, c'est celui de l'accès, n'est-ce pas, aux moyens de l'État et notamment aux médias qui sont financés. Alors, le problème ici, c'est que les candidats de l'opposition pêchent par une sorte de naïveté. Mais alors, Philippe, vous faites un procès continuel, sans continuité, aux candidats de l'opposition. C'est une fonction... J'ai bien observé que chaque fois que la responsabilité de l'État est adressée, en fait, vous dites que ce sont les opposants qui ne font pas assez... Ce que je dis, c'est que nous sommes tous Camerounais et nous vivons au Cameroun. Donc, nous savons quelle est la mentalité. Et lorsque vous voulez faire de l'opposition dans un tel contexte, vous devez être prévenant. Et vous équiper, vous outiller, parce que vous devez vous-même identifier, n'est-ce pas, les portes entrouvertes qui peuvent faciliter ou être favorables à votre adversaire et travailler pour les refermer. Dans le cas d'espèce, je crois qu'il fallait que les candidats, non pas, ils sont allés à une réunion convoquée par le ministère de la Communication. C'était le 4 septembre 2018. Mais je crois que c'est le Conseil national de la communication qui doit donner les orientations. Parce qu'il faut déjà faire la géographie de l'espace audiovisuel public. Entre-temps, la chaîne s'est étoffée. Vous avez une chaîne nationale, vous avez des chaînes régionales, vous avez des chaînes commerciales, les chaînes urbaines, vous avez une télévision, vous avez un portail, vous avez des chaînes d'infos en continu. Donc, dans le découpage qui a été fait, je crois qu'on a pensé seulement à la télévision publique et les nouveaux médias, je ne les vois pas beaucoup. On a parlé, on a pensé de poste national, on a les chaînes régionales. Sans doute parce que la loi qui encadre ces dispositions a été votée en 1993. Oui. À l'époque, on n'était pas encore... Eh bien, c'est pour cela donc que ces gens doivent s'outiller... 92 autant pour moi, le 13 février 1992. Voilà, ils doivent s'outiller pour suivre pas à pas leurs droits. Et donc, il m'est difficile de venir régulièrement, j'allais dire de voler à leur secours, alors que, enfin, ils ont eu 7 ans quand même. Ils ont eu 7 ans pour préparer cette élection. Philippe Soie, au-delà de la responsabilité des candidats à l'opposition, etc., oui. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les règles de jeu soient équitables? Parce que c'est de la démocratie dont il est question. Et c'est la responsabilité de l'État de veiller, par exemple, à ce que le dispositif juridique soit appliqué en la matière. Alors, au cours de cette fameuse réunion dont vous avez parlé, la décision a été prise d'accorder 13 minutes 20 secondes par candidat et par jour à la radio nationale, 6 minutes 40 secondes par candidat et par jour à la télévision nationale, conformément donc au décret du 13 février 1992 portant accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public. François Mbokey, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi c'est le décret du 13 février 1992 qui est appliqué alors que nous avons un code électoral qui est de 2012. Qui date de 2012 et qui aurait donc dû être la matrice. Mais vous répondez à toutes les questions. Ce qui arrange certains ne peut pas faire l'objet
de mutation. Mais ce qui arrange tout le monde, vous voyez qu'on peut le mettre... C'est-à-dire, par exemple, qu'on aurait dû réformer ce décret. Absolument. On savait bien que... Et l'aligner sur le code électoral de 2012. Tout cela devait être possible. Et même, ces candidats sont pleins du fait que le temps qui leur est accordé, c'est un temps quand les gens qui sont habilités à les écouter sont déjà au lit. En journée, on se serait attendu que dans les tranches de journaux, que ce temps soit également reparti conformément aux 9 candidats en liste. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous voyez toujours l'obésité qui est accordée à 1 ou 2 candidats qui font l'affaire des médias publics, et ce n'est pas le cas pour les autres. Vous avez oublié le média crypto qui s'appelle Cameroun Tribune avec ses sites également. Nous avons vu le dernier journal qui annonçait la campagne où il y a un candidat qui prend la moitié de la page et les 8 autres ont ça veut dire qu'ils ont déjà choisi leur candidat, ils ont déjà leur président. Les moyens sont publics. Les candidats concourent à cette élection à une fonction publique. Donnons la chance à chacun. Et il ne faut pas que, Philippe, là au moins on va se retrouver, il ne faut pas que ces gens pensent que c'est parce qu'ils auront fait ce griotisme-là qu'ils vont permettre qu'un candidat ou l'autre gagne. Si un candidat doit gagner, c'est vrai, il a besoin de ces moyens, de ces médias. Et si on les enlève dans le microcosme médiatique camerounais, je ne pense pas qu'ils soient capables d'empêcher que les candidats s'expriment. Nous sommes à une télévision privée ici. Vous avez 2 patrons de médias ici. Nous sommes 1 millier aujourd'hui au Cameroun. Donc, les candidats peuvent normalement les boycotter. Mais comme cela relève de la fonction de l'État d'accorder les moyens de communication à chaque candidat... De manière équitable. De manière équitable, on devrait dire ça, c'est le temps qui est réservé aux partis politiques, parce que vous savez que on avait mis un certain temps pour les partis qui sont à l'Assemblée nationale, ou alors ceux qui ont un élu quelque part. Aujourd'hui, donc, nous sommes en campagne présidentielle. C'est le même temps qu'on prend pour redistribuer à tout le monde. Mais on aurait dû penser également aux trans de journaux et tous les médias que venez d'évoquer, toutes les chaînes et les portails qui ont été créés. On ne voit pas les autres candidats là-bas. Qu'est-ce qui est fait? Étant donné que cela n'est pas fait, on se serait attendu à un financement public à tous les médias. Parce que vous n'allez pas penser que tous les médias vont seulement porter un candidat. Je pense également qu'aucun média au Cameroun ne peut satisfaire la demande d'information et des populations et des candidats. L'État, donc, dans son rôle démocratique, devrait financer lors d'une échéance aussi importante les médias pour que chaque candidat ait accès aux médias et que chaque média soit capable de relayer les informations de tous les candidats. Cela n'est pas fait. Vous avez des listes restreintes qui circulent parce que ces candidats-là ont des moyens de donner des moyens à leurs médias pour inonder d'informations toute la population. Cela, c'est une mascarade qui devrait être décriée parce qu'on ne pouvait pas penser que la démocratie qui doit reposer sur la liberté d'expression soit aujourd'hui enfermée dans les lobbies qui ne reconnaissent que certains à qui on donne les moyens et à certains partis à qui on donne le moyen d'expression, à d'autres médias on ne donne rien, à certains partis on ne donne rien. Je pense que c'est une filouterie qui doit être dénoncée. Philippe, soit l'un des éléments déclencheurs du fameux communiqué conjoint des porte-paroles des candidats de l'opposition, de certains candidats de l'opposition à cette élection, ça a donc été la note interne du directeur général de la CRTV. On ne va pas faire une fixation sur la CRTV, mais c'est cette note interne, d'ailleurs, ils en parlent dans le communiqué conjoint, c'est cette note interne qui affecte les équipes de la CRTV à la couverture des candidats à l'élection présidentielle. Et ils disent, en pointant d'ailleurs, que le candidat du RDPC s'est retrouvé avec près de la moitié des équipes affectées, à lui tout seul, de manière déguisée. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez que l'équipe qui est affectée au président du Sénat est en fait l'équipe qui est affectée, une des équipes affectées au candidat du RDPC? Cela va de soi, puisque le président du Sénat fait partie d'une délégation régionale de campagne, n'est-ce pas, je crois, à l'ouest,
que le président de l'Assemblée nationale est président de la commission régionale de campagne de l'extrême nord. C'est le premier ministre. Et ainsi de suite. Donc, sur ce point, ils ont raison. Cependant, il est bien de faire jouer, n'est-ce pas, les structures chargées de l'encadrement du processus électoral. C'est-à-dire, un communiqué pour dénoncer cela, c'est une chose, mais je crois qu'il faut saisir les structures compétentes. En la matière, je ne sais pas, ça doit être peut-être ELECAM ou le CNC. Ou le Conseil national de la communication. Voilà. Donc, je veux dire, il faut faire agir l'état de droit pour renforcer, n'est-ce pas? Il faut faire agir les institutions pour renforcer l'état de droit. Et je regrette que nos candidats, en termes, c'est-à-dire, ils croient peu en l'État, parce que ils pensent que c'est cette contestation. C'est votre propos, c'est votre responsabilité, Philippe. Mais enfin, je n'ai vu aucune plainte au CNC, je n'ai vu aucune plainte à ELECAM, je n'ai vu aucune plainte au Conseil constitutionnel, parce que la bonne question, ce serait en quelle qualité, n'est-ce pas, est-ce que la CRTV, puisque c'est le seul média audiovisuel public au Cameroun, donc c'est en quelle qualité est-ce qu'on leur affecte des équipes de campagne, de couverture de la campagne, parce qu'ils le font en tant que soutien à un candidat. Ben, si c'est le cas, tant qu'à faire, eh bien, on peut en affecter au soutien des autres candidats. Mais ce que moi je pensais pour le cas c'est de renforcer les équipes régionales et quitte à chaque candidat de venir maintenant signaler que voici la couverture et ainsi de suite. Ou, dans une certaine autre mesure, laisser la charge à chaque candidat, j'allais dire, de faire ses images et à la CRTV de dégager juste des espaces pour la diffusion. Parce que techniquement, en termes de ressources matérielles et humaines, il est difficile d'imaginer que la télévision publique sera à même d'être partout où il y a tous les candidats. En ce moment, ils sont 9. Et si vous prenez le déploiement, parce qu'il y a des candidats, mais il y a les équipes de campagne qui sont par-ci, par-là. Donc, je crois qu'il fallait imaginer une solution qui soit de telle sorte que, quelle que soit l'origine, n'est-ce pas, de la bande, dès qu'elle est validée par un candidat en termes de contenu, on donne simplement les caractéristiques, la durée, et ainsi de suite. Eh bien, ça vient et on diffuse, étant entendu qu'on a réservé peut-être pour chaque candidat, c'est pas moi, 30 minutes ou 1 heure, ainsi de suite, qu'on peut panacher. Donc, et ça permet de couvrir à la fois les périodes de la communication directe, mais également pour couvrir les journaux et les autres activités. Votre proposition va sans doute être reçue par l'organe en charge des élections au Cameroun et les cas. Merci. Vous remarquez que je ne suis pas payé par les candidats de l'opposition pour faire ça. Merci, messieurs, de vos avis et expertises sur cette question. Nous marquons une courte pause à la régie, puis nous prenons la deuxième partie de notre échange ce soir sur HTV. Bienvenue à nouveau, mesdames, messieurs, sur le plateau de l'éditorial sur HTV. Nous avons en plateau ce soir les mêmes invités que depuis le début de l'émission. François Bocquet, directeur de publication du journal Diapason, et Philippe Soir, rédacteur en chef du journal Baromètre communautaire. Nous parlons à présent de la crise anglophone. Quelques éléments pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs sur cette crise anglophone. Fin 2017, donc, des Camerounais, là d'avoir, selon eux, revendiquer de manière pacifique leurs droits, ont pris les armes pour demander une partition du Cameroun et donc la sortie des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. L'armée a répliqué, les forces de l'ordre ont répliqué pour garantir la continuité et l'intégrité du territoire national. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre de sécession, avec un lourd bilan. Quelques chiffres, hein, très rapidement. Alors, le GICAM, le groupement interpartenarial du Cameroun, a récemment remis un rapport au gouvernement sur les conséquences de cette crise. 2,1 milliards de francs CFA de destruction de biens immobiliers, matériels et roulants et meubles. 1 milliard de pertes mensuelles sur les télécommunications, 56 milliards de recettes d'exportation de cacao et de café perdues, 60% de baisse de l'activité agricole. Bilan global, selon le GICAM, 269,05 milliards de francs CFA de manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. Alors, sur le plan humanitaire,
81 militaires et policiers tués, c'est-à-dire 74 militaires et 7 policiers depuis le début de la crise fin 2017, selon donc les organisations internationales. Plus de 120 cas d'incendie d'école, non, selon le gouvernement. Plus de 120 cas d'incendie d'école, des dizaines d'enfants combattants déscolarisés, recrutés et enrôlés par les séparatistes, 160 000 déplacés avant la grande vague des dernières semaines, selon l'Organisation des Nations Unies, et selon l'Agence nigériane de gestion des urgences, eh bien, 34 000 Camerounais se seraient déjà réfugiés au Nigeria du fait de cette crise, et puis des dizaines de milliers d'édifices incendiés. Le 18 septembre dernier, toujours sur le registre du bilan, Amnesty International a quant à lui annoncé qu'au moins 160 soldats et 400 civils ont été tués dans le cadre de cette crise anglophone. C'est donc à l'effet de résoudre pacifiquement cette crise que le 27 juillet dernier, des leaders religieux, l'archevêque émérite de Douala, Monseigneur Christian Tomi, l'imam de la mosquée centrale de Bamenda, l'imam de la mosquée centrale de Bouya, le rapporteur de l'Assemblée presbytérienne de Cameroun, ont donc annoncé l'organisation d'une conférence, la All Anglophone Conference. Elle était prévue pour les 29 et 30 août 2018. Cette conférence a finalement été reportée au 21 et 22 novembre 2018. François Mbouke, je commence par vous. Qu'est-ce que cette conférence peut faire pour la résolution pacifique et politique de la crise anglophone? Bien, je vais ajouter un élément essentiel que ceux qui ont fait ce rapport ont dû oublier, la destruction du patrimoine culturel de cette zone. Tout à fait. Mais vous savez que notamment la région ce costume de Bouya que nous vendons chaque fois que les étrangers arrivent ou que nous allons à l'étranger vient bien de cette zone-là. Bon, sans compter des autres éléments culturels traditionnels qui ont été détruits. Et même, des éléments historiques, notamment les villes de Bimbia, Victoria, etc. Voilà, dont on connaît la place. Donc les pertes sont énormes. Si 1 an ou 2 ans après, il y a des bonnes volontés qui pensent que nous pouvons arrêter cette guerre par un dialogue, moi je l'ai dit d'entrée de jeu, je me base sur un principe chinois. Toutes les guerres finissent toujours là où ils devraient commencer, ça veut dire autour d'une table. Pourquoi aller combattre pour revenir en négociation alors qu'on pouvait négocier et éviter la guerre? Il y a que la guerre est devenue un grand business aujourd'hui. Ça fait tourner des entreprises, ça fait vivre beaucoup de personnes, ça fait créer des emplois, ça fait tourner des industries. Et donc, économiquement, c'est une affaire très rentable pour certains qui ne lésinent pas sur tous les moyens pour écraser ceux qui, ou alors les éléments qui pourraient les empêcher d'atteindre ces fins. Malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés qui, dès le départ, ont suggéré à tous les protagonistes d'aller sur la table, certains d'eux ont maintenu cette guerre qui, aujourd'hui, tend à dépasser les seules régions du nord-ouest, sud-ouest, qui a déjà entamé la zone de l'ouest, le littoral. Aujourd'hui, vous avez vu le communiqué qui a circulé dans les médias, qui dit que même Yaoundé n'est plus épargné. Et c'est comme cela que ça commence. Après, vous allez entendre que c'est parti dans toutes les autres villes. Faisons attention chaque fois que nous avons quelqu'un qui dit nous allons, même quand vous avez votre petit frère, le jour où vous allez le battre et qui forme les coups de poing, reculez d'abord une fois, parce que vous ne savez pas tout le temps que vous l'avez battu, vous ne savez pas les stratégies qu'il a développées. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons, nous autres, pensé que en perdant, quand vous prenez ça, c'est ce que le GICAM, le chiffre de 270 milliards, c'est ce que le GICAM parle de manière économique. Si vous prenez maintenant ce que l'État a sorti pour les gens qui vont combattre, pour les gens qui vont y travailler, en termes de transport du matériel de guerre, en termes de logistique, en termes de soutien moral, en termes de tout l'argent qui sort pour aller enterrer les 87 personnes que vous citez, et je dis encore, ce score n'est pas exhaustif, nous pensons qu'un dialogue est et reste la chose la plus urgente. Les gens qui sont en train de tomber là-bas ne sont pas des non-Camerounais. Ce sont des Camerounais qui tombent, tant du côté socialiste que côté gouvernemental. Nous n'avons pas intérêt à décimer des Camerounais parce qu'ils ont une opinion peut-être qui ne nous satisfait pas. Essayons de voir pourquoi aujourd'hui nous sommes 3 sur cette table et que demain quelqu'un dise « je ne peux plus venir sur votre plateau ». Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je pense que si on trouve la réponse,
et que nous mettions nos égaux, qui ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt que j'entends dans ce pays supérieur, ne doivent pas essayer d'être à la solde de quelques intérêts égoïstes de certains qui ont intérêt à ce que certains Camerounais meurent, qu'il y ait le désordre, et que comme ils sont cités dans certaines magouilles, qu'avec ce désordre-là, ils puissent prendre la poudre d'escampette et profiter de partir, échapper à l'histoire. Je pense que nous avons trop prêté du flanc à ce pan-là, et que si finalement nous avons nos esprits qui reviennent, arrêtons cette guerre et mettons chacun face à ses responsabilités afin que la justice soit faite et que les résolutions attendues, ça veut dire le retour à la paix globale et que tous les Camerounais sortis reviennent, ceux qui ont été emprisonnés sortent des prisons et que l'on fasse donc cette conférence où des gens vont dire chacun. Nous ne sommes pas les premiers. Ça s'est passé dans beaucoup de pays. Hein, où des gens... du Sud, par exemple. Mais pas seulement. Je pense que le Rwanda l'a fait. Je pense qu'il y a un autre pays qui l'a fait également. Je pense que la Côte d'Ivoire est là-dessus. Donc, ce n'est pas une honte d'appeler ses adversaires d'hier pour qu'on vienne se regarder dans les yeux. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des êtres humains. L'État a perdu temps. Vraiment, remettons-nous, puisque nous sommes obligés de vivre ensemble. Remettons-nous ensemble et que l'État et les Camerounais continuent de vivre harmonieusement. Philippe Soie, selon les leaders religieux dont on a parlé tout à l'heure, cette conférence, cette All Anglophone Conference vise deux objectifs. Le premier, c'est d'arrêter de manière tout à fait consensuelle et officielle les revendications des anglophones apportées au gouvernement et ensuite d'arrêter les représentants légitimes des anglophones à un éventuel dialogue avec le gouvernement, parce que le gouvernement qui a déjà indiqué qu'il était favorable à un dialogue demande depuis que soient désignés des représentants de la communauté anglophone avec lesquels donc le gouvernement discuterait de ces questions. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas de représentants légitimes pour discuter avec le gouvernement? Est-ce que vous pensez, comme certains, que le gouvernement, en fait, en demandant avec qui il va discuter de ces questions, fait du dilatoire? Bien entendu qu'il fait du dilatoire. Il le fait doublement. D'abord parce que on a vu comment les initiateurs, n'est-ce pas, de la contestation ont été traités. C'était des leaders syndicaux du secteur de l'éducation, et puis c'était des avocats. Et on a bien vu qu'un jour, en plein midi, un sous-préfet a fait arrêter des avocats, confisquer, n'est-ce pas, leur toge, leur robe, n'est-ce pas, et, on va dire, malmener quelques autres. Ensuite, on a vu que lorsque la revendication s'est développée, il y a eu des leaders qui ont émergé un peu spontanément, que la plupart ont fini en prison. Et que de ceux qui sont allés en prison, parce qu'on les accusait de destruction de biens publics, par exemple, de violence, etc. Un bon nombre se sont retrouvés, au bout de plusieurs mois de bagne, se sont retrouvés dehors pour fait non établi. Il n'est pas jusqu'à celui qui était encore à l'époque avocat général à la Cour suprême, qui n'ait été embastillé sans qu'il ne fasse l'objet d'une procédure comme il est prévu. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à la Cour suprême de l'époque, au premier président, de mettre son collaborateur à la disposition de la justice. Il a été pris comme un malpropre, il était en prison, n'est-ce pas? Et après, libéré, j'allais dire, en catimini. Donc, dans ces conditions, il y avait bien des leaders ou des représentants légitimes. Ça, c'est du point de vue de la crise. Mais on ne peut pas donner l'impression que ces régions ou ces localités n'ont pas de représentants. Ils ont au moins pour le moment des députés à l'Assemblée nationale, des élus au Parlement, au Sénat et dans les conseils municipaux. Évidemment que différentes enquêtes, et je peux évoquer ici un sondage d'Afrobaromètre qui indiquait le niveau de confiance de la population
pour les différents, n'est-ce pas? Dans cette représentativité. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les parlementaires n'avaient pas la sympathie ou en tout cas la reconnaissance de la population, les conseillers municipaux encore moins, mais les autorités traditionnelles, ou plus l'autorité traditionnelle arrivait en tête parmi les personnes à qui la population avait encore confiance, n'est-ce pas? De l'ordre de 60%. Je pense que c'est un indicateur. Si l'État cherche, surtout que dans ces régions, effectivement, le pouvoir traditionnel est encore assez puissant. Tout à fait. Et la population, j'allais dire, suit les consignes ou bien les directives, n'est-ce pas, du pouvoir traditionnel. Donc, vous avez là déjà une autre piste, si tant est que le gouvernement cherchait des interlocuteurs. Enfin, plus que les élus actuels n'ont plus la reconnaissance de la population, il y avait des élections législatives et municipales prévues cette année. Et donc, qui ont été reportées. Voilà, le gouvernement n'avait qu'à organiser ces élections, d'autant plus que la présidentielle devait se tenir 1 mois ou 1 mois et demi après. Donc, je n'ai pas compris exactement l'argumentation qu'on a sortie pour parler. Donc, vous liez le report des législatives à la crise anglophone? Au refus, parce qu'on a eu un signal. Il y a eu des élections sénatoriales au mois de mars. Et ce qu'on a vu, c'est un basculement de la majorité dans la région du Nord-Ouest, où le corps électoral, majoritairement, mais quand on dit majorité absolue, majoritairement acquise, j'allais dire officiellement, au parti au pouvoir, a voté pour l'opposition et fait basculer la majorité, n'est-ce pas, au Sénat, en tout cas pour ces élections dans cette région. Et donc, je crois que le pouvoir a anticipé et imaginé que dans ces conditions, il perdrait les députés, les mairies, et ainsi de suite. Alors, c'est vous qui le dites, c'est votre responsabilité. Non, il fait une lecture juste, c'est pas lui qui le dit, c'est ce qui se passe. Très bien. Alors donc, le cardinal Christian Toumi et donc les leaders religieux dont on a parlé, constatant effectivement ce déficit de confiance entre la population et ses représentants, etc., ont donc décidé d'organiser cette conférence, mais ils ont énoncer un certain nombre de critères à l'organisation de cette conférence pour qu'elle soit pertinente, efficace. Ils ont parlé du retour des populations déplacées, qu'il s'agisse des populations déplacées à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Ils ont demandé le dépôt des armes, que ce soit par les sécessionnistes et le gouvernement, l'armée. Ils ont demandé la libération des personnes arrêtées dans le cadre de cette crise, parce que selon eux, ce sont ces conditions qui permettraient donc que cette conférence soit inclusive, qu'elle soit la plus large et qu'elle permette donc de désigner des candidats, des représentants légitimes. Réaction immédiate du gouvernement. Nous sommes pour l'organisation de cette conférence, mais nous ne pouvons pas nous plier aux critères, aux conditionnalités énoncées. François Mbouké, est-ce que le gouvernement peut satisfaire à ces conditionnalités? Si je vois encore le communiqué, en fait, toujours un fax qui demandait au directeur général de la recherche extérieure d'arrêter des personnes que vous citez qui sont réfugiées, d'aucuns aux États-Unis, d'aucuns en Angleterre ou alors au Nigeria. Je pense qu'il est authentique et avec les consignes qui avaient été données par le délégué général à la Sûreté nationale, je pense que ce n'est pas de nature à favoriser ce genre de retour, parce que c'était effectivement qu'on les arrête partout où ils sont et que s'ils résistent, ils soient neutralisés. Neutralisés étant un terme bien connu dans ce jargon, quelque chose qui n'est pas neutralisé, que vous connaissez dans un jargon simple. Alors, dans ces conditions, je pense qu'on n'incite pas des gens. Mais lorsque vous évitez le dialogue, tant qu'il n'y aura pas un dialogue, tant que les gens ne vont pas se parler et que chacun reconnaisse ses erreurs, que chacun reconnaisse ses engagements dans cette affaire, nous allons passer 80 ans, nous allons nourrir des relents de rancune, de rancœur qui vont perpétrer cette guerre des générations après nous. Il est temps qu'on le fasse maintenant, que les acteurs par qui ces erreurs sont arrivées soient ceux-là par qui également la paix reviendra. Mais si ça passe, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont arrêtés pendant que d'autres tirent profit de cette guerre,
et leurs enfants et leurs amis sont en train de vivre cela, lorsque, disons que demain viennent à passer, cette rancune va être transmise de père en fils. Vous avez vu la sortie du fils de le président qui est arrêté. Polaya, vous avez vu sa sortie, vous avez entendu ce qu'il avait dit. Alors c'est pour vous dire que la rancune a dépassé le niveau des acteurs principaux pour aller vers les acteurs secondaires et il faut tout faire aujourd'hui pour l'arrêter. Alors, question précise, François Mbokey. Est-ce que le gouvernement peut travailler au retour des populations déplacées? Bien entendu, mais il faut qu'il y ait des mesures. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a dit à tous les Camerounais l'autre jour de cotiser de l'argent pour un retour des Camerounais. 2 mois après, on n'a vu aucune pioche, on n'a vu rien en train d'être fait dans cette zone. On a dit au FEICOM de mettre un certain nombre de moyens pour que la zone soit viabilisée pour le retour de l'école qui était en septembre. Rien n'a été débloqué. Ça veut dire que on ne peut pas dire que nous voulons la paix, nous voulons le retour des personnes sans des garanties. Nous avons vu des sous-préfets qui ont démissionné, des commandants, des personnels administratifs qui ont démissionné. Qui n'ont pas démissionné, mais qui ont abandonné leur poste pour aller trouver sécurité. Je pense que c'est normal, c'est de bonne guerre. L'État ne peut pas envoyer ses représentants à la guillotine. Il faut d'abord mettre les moyens de pacification, il faut mettre la paix pour demander à ses administrés, à l'administration d'aller rejoindre ses administrés. Et les populations de revenir. Mais cela est faisable si on y travaille. Est-ce que le gouvernement peut libérer les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise? Est-ce que cela est nécessaire selon vous dans le cadre de l'organisation? Dans ce genre de conflit, je pense que nous sommes d'accord que des gens arrêtés aujourd'hui étaient à l'origine, c'était les premiers porte-parole que le gouvernement lui-même avait reconnu. Avec qui ils s'étaient assis, ils ont commencé les négociations avant de retourner la veste et utiliser les moyens de force. Alors si on oublie ça et que l'on pense que le Cameroun est plus grand que toutes les intentions tribalistiques, hégémoniques, financières qu'on peut avoir, il est question d'élargir tout le monde parce que d'un côté comme de l'autre, il y a eu exaction, d'un côté comme de l'autre, il y a eu provocation, d'un côté comme de l'autre, il y a eu des pertes. Revenons donc pour que la prospérité et la paix soient pour tout le monde également. Philippe Soie, est-ce que le gouvernement peut respecter ces... Pourquoi? Parce que du point de vue des principaux acteurs au sein du gouvernement, ce serait un aveu d'échec. Parce que le cardinal... Là, vous parlez, vous avancez les arguments du gouvernement, mais le citoyen que vous êtes, l'observateur, le journaliste, l'observateur... Il ne peut pas parce que il y a beaucoup de va-t-en-guerre. Est-ce qu'il devrait? Il ne perdrait rien. Mais, moi, je ne peux pas raisonner comme si je ne savais pas, quand on dit le gouvernement, ce n'est pas une fiction. C'est des individus dont on connaît la trajectoire, qu'on voit à l'œuvre, n'est-ce pas? On les voit à l'œuvre du matin au soir, on les écoute. Donc, ce ne sont pas ces gens-là. Il y a qui va se placer devant l'armée pour demander de déposer les armes? Bien, sur cette question d'ailleurs, on a bien observé, on ne demanderait pas à une armée républicaine de déposer des armes, mais c'est peut-être aux sécessionnistes qu'on demanderait de déposer des armes. Un retour de l'armée dans les casernes, évidemment, si la guerre finit, si les sécessionnistes déposent des armes. Mais en revanche, est-ce que, par exemple, le gouvernement ne peut pas libérer les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise? Bon, au fond, on a libéré déjà, je crois, toutes les personnes qui étaient affiliées aux différentes organisations qui ont mené la contestation au départ. Ceux qui sont en prison, encore en détention, sont ceux qui n'ont pas d'attache directe avec les structures qui ont porté la contestation. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enseignants, ils ne sont pas avocats. Mais selon les leaders, selon le cardinal Christian Toumi et ses collègues religieux, ils disent qu'il se trouverait d'ailleurs parmi ces personnes qui sont encore emprisonnées aujourd'hui, des gens que les anglophones voudraient désigner comme leurs représentants dans cette négociation. Oui, je veux dire que c'est de bonne guerre, n'est-ce pas? C'est de bonne guerre parce que, on va dire, les modérés sont dehors, les radicaux sont dedans.
Et donc, encore qu'il faut faire attention sur ce que nous appelons les anglophones dans ce contexte. C'est-à-dire que dans ce que le cardinal dit, c'est comme s'il y avait un groupe constitué d'anglophones qui étaient à la recherche de leaders ou de porte-parole. Je crois que si nous parlons de ces populations-là, il faut revenir à ce qui, me semble, était déjà l'existant. L'existant, c'est que un Camerounais dont je crois peu de gens peuvent douter de la sincérité, de l'honnêteté ou de l'intégrité. David Aboué Machoy, quand la crise a commencé, il est secrétaire général de la présidence de la République, ancien gouverneur dans ces deux régions. Est celui qui, je crois, a eu le propos le plus juste. D'abord, il a reconnu qu'il y avait un problème anglophone qui date. Et il a fait un témoignage pour dire qu'en son temps, jeune fonctionnaire ou jeune cadre, au cadre de l'administration, il y a eu une structure, une commission ou un comité chargé de travailler sur la question et que des membres de cette structure, il restait 3 survivants. Il a cité lui-même, il a cité Dorothée Ndjema et il a cité le président. Donc, pour faire simple et faire l'économie d'une nouvelle réflexion pour découvrir ce qui existe déjà, il faut juste sortir le rapport de cette commission. Parce que cela va nous donner quel est le problème, enfin si nous sommes dans les années 70. Vous voyez? Donc ça va nous donner quel est le problème qui mine le problème de fond. Parce que le reste là, ce que nous voulons résoudre aujourd'hui sont plus les conséquences ou les manifestations d'un problème beaucoup plus profond. C'est ce problème qu'il faut attaquer. Et dans son témoignage, on se rend bien compte que le travail a été fait, mais visiblement, les recommandations n'étaient pas à l'assentiment, n'ont pas été appliquées. Donc, tout le reste n'est que, ce ne sont que des corollaires. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui, celle qui est de dire que il faut que les anglophones, c'est la démarche du cardinal Christian Toumi et ses collègues, les anglophones se retrouvent, qu'ils s'accordent sur ce qu'ils portent comme revendication sur leurs problèmes, qu'ils s'accordent sur ces problèmes et qu'ils s'accordent sur ceux qui vont aller porter ces revendications. Personnellement, je ne souscris pas à cette démarche. C'est-à-dire que, ce faisant, nous serions alors en train de poser les jalons d'une véritable sécession. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout et que ces anglophones, et en ce moment-là, pour une fois, moi je mets dans les guillemets, ces anglophones s'accordent sur les revendications, sur leurs représentants, s'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement, vous avez là des gens avec une population qui peuvent maintenant donc décider si oui ou non ils restent au Cameroun. Or, je crois qu'il faut rester dans la logique de la République. Il y a des élections, il y a des structures d'encadrement que, personnellement, pour ce régime, je crois que la décentralisation était une bonne affaire. Oui. Mais je ne sais pas, ils ont pris 22 ans pour la dilapider. Vous parlez d'ailleurs comme les membres du gouvernement sur cette affaire. Je ne vous accuse pas de proximité avec eux, puisque en mars 2018, le ministre de l'administration territoriale, désormais, Atan Gandhi, avait indiqué que le gouvernement est prêt à discuter seulement avec ceux qui recherchent l'unité nationale, je le cite, mais seulement avec ceux qui recherchent l'unité nationale. Lors d'une tournée dans ces deux régions, il avait ajouté que le gouvernement est prêt à un dialogue, mais, je le cite, dans un cadre institutionnel, dans le strict respect des règles républicaines, exactement ce que... mais c'est donc un dialogue, le gouvernement est prêt à un dialogue dit exclusif, seulement avec ceux qui respectent les règles républicaines, alors que dans la démarche du cardinal Christian Toumi, il s'agit de faire un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui auraient pris des libertés avec les lois de la République. Oui, disons, je ne suis pas très d'accord avec la chute prix des libertés. Je pense que le problème est profond, comme le dit Philippe, et tout le monde le sait aujourd'hui. Le président, même Paul Biya, a été à l'origine des accords de ce problème entre les anglophones et des francophones. Donc, nier aujourd'hui, comme j'entends certains qui savent la vérité et qui auraient pu amener à ce que les choses aillent plus vite vers la réconciliation, nier qu'il y a un problème anglophone, ce n'est pas sérieux.
il y a un problème anglophone. Soit, comme on dira qu'il y a un problème Bafia ou Bassa ou Bakoko. Mais ce n'est pas le cas. Les autres étaient déjà dans un groupe et qui ont accepté à un moment de se rallier au Cameroun. Ces accords doivent être, peut-être pas, s'ils sont dépassés, on doit retrouver d'autres moyens pour les intégrer de manière plus active. Vraiment, nous ne pouvons pas nier que cette partie du pays a été presque oubliée, en leur attribuant même des appellations que je ne peux pas reprendre dans une télévision importante comme celle-ci. Donc, revenons au problème initial qui est là. Ne voyons pas où on est tombé, regardons où on a glissé et que les acteurs soient choisis. Demandez à la population de choisir ses acteurs. Parce que si vous leur imposez, comme j'ai vu le ministre que vous avez cité, imposer les opposants avec qui il veut travailler au gouvernement, on n'a pas résolu le je problème. pense qu'il n'a pas résolu le problème. Il n'aura pas compris le fond. Sauf si l'intérêt, sauf si le combat est que cette affaire dure et que certains acteurs continuent d'en tirer profit. Alors, vous dites qu'il faut donner les moyens à la population de choisir ses représentants. Quelle serait la forme mais la forme, une élection, par exemple. Mais la forme, elle est connue. Les moyens sociaux ont été utilisés. Vous avez parlé de cette enquête aujourd'hui. On a dit les acteurs traditionnels. Nous l'avons dit longtemps avant que cette enquête ne voit le jour. Les acteurs traditionnels. Ils sont connus. Et il y en a qui sont au Sénat. Il ne faut pas penser que quand on dit acteurs, il y en a qui sont dans la haute administration. Au Cameroun, par exemple. Donc, ne faisons pas comme si ceux qui travaillent dans le gouvernement sont totalement d'accord avec ce qu'ils font. C'est une erreur. Que l'on choisisse les ressortissants de cette région qui sont dans nos administrations, même ceux qui sont des ministres, ne rêvons pas, ne pensent pas autrement que ceux qui sont là-bas. Donc, choisissons-les et choisissons ceux qui sont à la base. Choisissons-les ou alors laissons les autres les choisir. Et alors, vous organisez un dialogue et vous allez voir. C'est donc le sens de la démarche de Monseigneur Christian Toumi et les autres, c'est de donner les moyens à la population. Sauf que Philippe Soie estime que ce serait dangereux de le faire ainsi. Ce serait quoi, une élection, les législatives et les municipales? Dans tous les cas, je vous l'ai dit, cette affaire finira bien un jour autour d'une table devant qui va réunir donc toutes les parties qui aujourd'hui s'affrontent. Nous sommes dans une espèce d'impasse, Philippe Soie, puisque vous n'êtes pas pour cette initiative, sauf que nous sommes dans une espèce d'impasse. Les leaders religieux qui doivent organiser cette conférence disent que voici les conditions à remplir pour que nous organisions cette conférence et que nous donnions. Le gouvernement demande un interlocuteur. D'abord, le gouvernement demande un interlocuteur crédible, légitime, etc. Des leaders religieux disent, OK, pour avoir ces interlocuteurs crédibles et légitimes, nous préférons donner la parole à la population. Nous voulons organiser une conférence pour y parvenir. Mais pour organiser cette conférence, voici les conditions à remplir. Le gouvernement dit non, nous ne pouvons pas remplir ces conditions. Et donc, si les conditions ne sont pas remplies, il n'y aura pas de conférence. Et s'il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de représentant légitime. Nous sommes dans une espèce d'espace. Est-ce que... Non, je crois que les initiateurs de la conférence ont rassemblé des ingrédients, n'est-ce pas, pour arriver à cette impasse. Parce que cette impasse, pour le gouvernement, correspond à un aveu d'échec, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas demander aux forces de sécurité de déposer les armes. Je veux dire, le même texte ne peut pas demander à la fois... moi, je ne parle pas de sécessionnisme, mais disons aux contestataires de déposer les armes et aux forces de sécurité. Par contre, je crois que cette conférence aurait pu jouer sur un certain nombre de figures qui existent et travailler, je veux dire, par palier. Je me demande comment on n'a pas pensé à quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, comme Paul Aya Abiné, dont moi je crois, peut-être je me trompe parce que je suis à distance, mais je crois que c'est une figure qui me semble assez, comment dire, assez consensuelle. Mais il n'est pas exclu qu'il soit choisi. Non, le problème, après cette conférence, le problème, enfin, il n'est pas exclu puisque la question, on n'a pas exclu, on a exclu personne.
Il y a des précisément, on demande d'organiser cette conférence pour donner la parole à la base, pour qu'elle désigne. Bon, nous, ici, à partir de Yaoundé, nous pouvons... ce sera des chefs de guerre, malheureusement. Dans les conditions actuelles, donc une telle logique en ferait des chefs de guerre. Vous êtes pour une désignation, à partir de Yaoundé, de ces interlocuteurs? Moi, je crois qu'on peut, peut-être pas demander... Qui désignerait? Je crois qu'il y a des chefs. Il y a ces gens existent. Au-delà des chefs, il y a des personnalités de la société civile. Alors, le cardinal Christian Toumé, excusez-moi de vous interrompre, le cardinal Christian Toumé et ses collègues disent que c'est la consultation précisément de ces autorités, de ces forces, qui a permis de dégager l'idée de cette conférence. Bon, c'est parce qu'ils ont consulté ces autorités traditionnelles, ces leaders, etc., qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait organiser cette conférence pour que, de manière démocratique, de manière légitime, la base se prononce sur... Moi, je suis contre l'idée de donner un mandat de négocier avec le gouvernement qui ne soit pas un mandat électif au sens politique du terme. Parce que, malheureusement, dans cette crise, on a multiplié les erreurs. Et la dernière, ce sont ces législatives et municipales qu'on a reportées. Parce que cela aurait donné un nouveau personnel politique, avec un nouveau mandat, donc une légitimité, une nouvelle légitimité, avec des moyens pour gérer, et plus que dans la logique du gouvernement d'approfondir ou d'accélérer la décentralisation, il est prévu d'allouer plus de ressources aux collectivités de ces régions. Ces gens auraient eu, parce qu'il faut... comme je dis, agir par palier. Il y a un certain nombre de préoccupations en termes d'amélioration des conditions de bien-être qui relèvent des collectivités qui peuvent être faites. L'eau, c'est pas moi. En tout cas, les services sociaux de base. Par exemple. Après, il y a un autre niveau de représentativité par rapport au pouvoir central. Donc, l'accès au Parlement, par exemple. Enfin, vous avez la question maintenant du positionnement politique au sein du gouvernement. Je ne sais pas si ces leaders ont remarqué qu'on a nommé un ressortissant de la région du Nord-Ouest au ministère de l'administration territoriale. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire que... Parce que là, on est dans la logique clientéliste des représentants et ainsi de suite. Alors, François Mbouké, les 21 et 22 novembre prochains, est-ce que cette conférence a de bonnes chances de se tenir? Je voudrais dire que Philippe essaye de jouer au dilatoire, qui utilise les hommes de pouvoir qui aimeraient voir cette guerre prospérer pour les raisons propres. Nous savons bien que John Fundi, qui est aujourd'hui le numéro 2 de l'opposition, le numéro 1 de l'opposition, qui appartient à un parti politique, au début de cette crise, avait révélé l'entretien qu'il a eu avec la concertation qu'il a eu avec le chef de l'État, en lui disant de faire vite parce que les gens sont déjà exacerbés. Il le lui a dit. Est-ce qu'aujourd'hui John Fundi est mort? Il ne peut pas être un acteur pour aller dans... voilà un élu du peuple. Bon, voilà quelqu'un quand même qui est président d'un parti, le numéro 1 de l'opposition. Vous voulez penser que sa voix ne pèse pas? Non, arrêtons de dire qu'on n'a pas d'interlocuteur. Si vous voulez choisir vos interlocuteurs, moi je vous l'ai dit, en matière de résolution de conflits, vraiment, faites-le avec les acteurs. Si les acteurs passent, ça va être un conflit qui finira 100 ans après. Alors, est-ce que les 21 et 22 novembre prochains, cette fameuse conférence a des chances de se tenir? Oui, même au niveau international, beaucoup y croient. L'International Crisis Group, par exemple, beaucoup y croient. Je pense même au niveau de l'ONU, il y a des forces qui pensent que cette conférence doit se tenir absolument pour qu'on arrête ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous sommes à Yaoundé, nous pouvons parler comme ça. Mais je veux vous dire que si cette télévision était à Limbé ou à Tarikon, nous aurions moins de chances de pouvoir... Nous devions parler chacun en écoutant s'il n'y a pas de détonations qui viennent de part et d'autre. Donc, faisons attention à ce qui arrive ailleurs. Et les services de sécurité nous signalent que presque toutes les régions sont infiltrées. Donc cette question n'est plus la seule question de la zone anglophone, c'est une question camerounaise. Merci messieurs de vos avis et de vos expertises sur ces questions. Je rappelle que nous recevions ce soir
François Mbokey, directeur de publication du journal Diapason. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous nous honoriez de votre présence sur ce plateau. Nous serons là et nous essayerons comme d'habitude de donner nos avis sur les questions. Merci d'avance. Nous recevions également Philippe Soir, rédacteur en chef de Baromètre Communautaire, dont c'était la première sur ce plateau. Pas la dernière, j'espère, Philippe. C'est un plaisir. J'espère avoir à le renouveler plus souvent. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité. Nos programmes se poursuivent sur HTV. Excellente fin de week-end et à la semaine prochaine.